Nouvelle édition d'information sur Eden TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au sommaire. Les acteurs du secteur privé ont été entretenus hier sur le contenu du programme d'action du gouvernement 2021-2026, une initiative qui vise l'appropriation des mesures mises en place par le gouvernement pour un meilleur rayonnement du secteur privé au Bénin. Lancement officiel hier du volet assurance maladie du projet Arche dans les communes d'Avrancourt et d'Ifanyi. Il entre dans le cadre de la phase de la généralisation de l'assurance maladie au Bénin. Et puis, hors de nos frontières, coup d'État manqué hier en Guinée-Bissau, occasionnant la mort de plusieurs personnes et de nombreux blessés. Une attaque condamnée par la communauté internationale. Merci pour l'attention. On ouvre ce journal par un fait de société. Le viol est récurrent au Bénin et ce, nonobstant les nombreux efforts du gouvernement. C'est le cas de Adjoa qui a été victime de ce acte ignoble à l'âge de 14 ans. Dans ce reportage réalisé par la télévision nationale, vous découvrirez à quel point ce acte peut affecter la victime et ses proches. À l'ombre de cet arbre se reposent une mère, sa fille et son petit-fils. Difficile de passer sans les remarquer sous ce chaud soleil chargé d'harmattan. Rapprochés de ces personnages qui, au premier regard, semblent porter tout le poids du monde sur leurs épaules, la mère nous confie en pleurs la mésaventure de sa fille. Sa fille, que nous décidons d'appeler dans ce reportage Adjoa. Tout commence le jour où Adjoa rejoint la famille de sa mère pour y continuer les études. Sa mère, n'ayant pas les moyens de subvenir aux besoins financiers que nécessitent ses études. Adjoa, un soir, sera victime de viol de la part de son cousin de 22 ans. Adjoa, elle, n'en a que 14. Adjoa, raconte-nous ce qui s'est passé. Une nuit, il m'a demandé de me coucher de force et qu'il allait me frapper si je refusais. Il m'a ensuite poussé par terre et s'est jeté sur moi. Il n'y avait que nous deux dans la chambre. Elle devient alors la proie parfaite pour son bourreau. Celui-ci n'hésite pas à se servir chaque soir selon son appétit et son bon vouloir. Les jours passent. La mère d'Adjoa décide d'aller chercher sa fille afin qu'elle passe les vacances scolaires à ses côtés. Surprise, elle retrouve sa petite Adjoa chétive, trimballant tout le temps une fatigue anormale pour son jeune âge. Après une consultation médicale, maman Adjoa apprend que sa fille est enceinte de 6 mois. Je lui ai demandé qui était l'auteur. Nous nous sommes donc rendus chez ce dernier, accompagnés d'une de mes sœurs. Sur place, j'ai décidé de leur laisser ma fille et de la reprendre seule après son accouchement et ils se sont opposés. Adjoa reste alors avec sa mère et accouche par césarienne. Je me suis retrouvée en pleurs quand j'ai vu le bébé. Mère à 14 ans, envers et contre son gré. Au Bénin, le viol est un acte puni par la loi et passible de lourdes peines de prison. Pourtant, la famille maternelle de Adjoa semble penser être au-dessus de cette loi. Voilà pourquoi, au-delà de cet acte ignoble posé par un des leurs, elle décide de faire épouser Adjoa à son bourreau de gré ou de force. Je refuse que ma fille aille sous le toit d'un homme à cet âge. Ce refus de maman Adjoa va lui coûter cher, très cher. Selon nos dernières informations, elle aurait été battue par sa propre famille. Son crime, protéger son enfant et son petit-fils. À l'heure actuelle, la famille cherche à mettre la main sur Adjoa et son bébé. À l'heure actuelle, une mère cherche à se faire entendre pour que justice soit rendue à sa fille abîmée par des tas de viols et une grossesse.
trop précoce. À la suite de ce reportage de nos confrères de l'ORTB, la réaction de la présidente de l'Institut national des femmes ne s'est pas fait attendre. On écoute Claudine Afiavi-Prudencio. Je tiens tout d'abord à remercier le service de l'information de la télévision nationale pour ce reportage qui a donné l'alerte sur une situation très préoccupante. Un cas de viol caché depuis des mois et qui est doublé aujourd'hui de menaces de mariage forcé, ce n'est pas du tout normal. Une fille mineure qui se retrouve avec un bébé sous les bras et sa mère aussi en situation de vulnérabilité, nous ne pouvons pas rester insensibles à cela. Dès que j'ai suivi l'élément, j'ai mis l'équipe de l'Institut national de la femme en alerte au fait de recueillir très rapidement des informations plus avancées sur le fond du dossier. Et déjà, j'ai pu parler au téléphone avec la maman de la victime qui n'avait évidemment pas le moral. L'INF veillera à ce que les droits de cette fille victime de viol, menacée de mariage forcé, ainsi que ceux de sa mère soient respectés et qu'elle retrouve le bien-être social. Une fois encore, courage à vous. La protection de la femme et de la fille contre les violences est une bataille commune au quotidien. L'Institut national de la femme accorde beaucoup d'importance au rôle des médias dans cette lutte. Je vous remercie. Autre information dans ce journal, les membres du gouvernement étaient hier au contact des principaux acteurs du secteur privé à Cotonou. La rencontre a porté sur la présentation du programme d'action du gouvernement 2021-2026. L'exercice vise à exposer à ce maillon essentiel de l'économie béninoise les initiatives mises en place pour les accompagner. On écoute le ministre de l'économie et des finances à ce propos. Nous avons décidé que 70% de notre jeunesse soit désormais formée aux métiers professionnels et techniques. La formation professionnelle et technique ne se fait pas que dans une salle. Elle doit se faire avec vous, pour vous. Comment voulez-vous que nous soyons dans un environnement où le citoyen se sent bien s'il n'y a pas de richesse de créer? On ne peut pas créer de richesse sans vous. Nous n'avons pas besoin de multinationales, nous avons besoin de PME pour créer cette richesse, créer l'emploi. Donc vous êtes au cœur du succès de ce programme. Vous avez eu une présentation qui a le mérite de vous détailler tout ce qui est envisagé globalement et qui vous a également présenté les mesures spécifiques pour les PME. Je voudrais que vous reteniez que rapidement, vous allez être dans un environnement où, pour une entreprise donc du secteur privé qui a un problème, soit c'est un problème, une difficulté, un enjeu qui peut se traiter avec ses pairs, et donc ça c'est la chambre de commerce, soit c'est un enjeu qui implique l'État, et là vous bénéficierez d'une agence unique. À la fin de la journée, toutes les initiatives qui existent aujourd'hui devront être fédérées dans une agence unique, guichet unique. Vous allez et vous réglez vos difficultés, que ce soit en renforcement de capacité, en besoin d'établir un business plan, de comprendre comment avoir des partenaires pour votre projet, comment avoir accès au financement. Toutes ces questions que vous pouvez avoir dans la vie de votre entreprise devront être adressées par cette agence qui, elle, en retour, vous guidera sur les différentes initiatives qui existent par ailleurs. À côté de cette agence unique, nous allons réformer le FONAGA, qui a une trentaine d'années et que vous connaissez, mais qui a besoin d'être restructuré et d'être renforcé avec encore plus de moyens. Nous allons le faire. Pour que, quand l'agence vous a accompagné, de l'autre côté, la question du coût de financement, la capacité d'accéder au financement soit traitée grâce au FONAGA restructuré. Je voudrais vraiment que vous ayez à cœur que vous avez un gouvernement qui est conscient du rôle du secteur privé. Vous avez un gouvernement qui sait ce que c'est que le secteur privé. Il y a peut-être des questions de compréhension, de communication, mais l'autre chose que nous nous engageons à faire également dans les prochaines semaines et mois, c'est de mieux échanger.
Le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, et son collègue des Affaires sociales, Véronique Toyin-Fodé, ont lancé hier le volet assurance maladie du projet ARCH dans les communes d'Avrancourt et d'Ifonyi. La cérémonie s'inscrit dans le cadre de la phase de généralisation de l'assurance maladie au Bénin. Je vous invite à suivre les propos des deux ministres au cours de la cérémonie. La phase de généralisation de ce projet, qui fait objet de la présente cérémonie dans les communes d'Avrancourt et d'Ifonyi, vise à accélérer la marche du Bénin vers la couverture sanitaire universelle. Elle témoigne de l'ambition du chef de l'État, le président Patrice Talon, de garantir l'accès aux soins de qualité aux populations béninoises, quelles que soient leurs conditions de vie et leur lieu de résidence. Je saisis alors cette occasion pour rappeler au personnel des formations sanitaires la nécessité d'améliorer l'accueil, l'offre et la qualité des soins, particulièrement le respect des protocoles, directives et normes de soins. N'oubliez jamais qu'un malade bien accueilli est déjà à moitié guéri. L'ARCH vise à offrir aux populations un paquet de 4 services intégrés que sont l'assurance maladie, la formation, le crédit, la formation professionnelle au métier, l'accès au crédit et l'assurance retraite. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi intervient dans le continuum du lancement de la généralisation de l'assurance maladie après une phase pilote concluante dans certaines communes du Bénin. L'assurance maladie de ARCH, dans sa conception actuelle, repose sur des valeurs d'équité et de solidarité nationale, en ce sens qu'elle vise à lever les obstacles financiers, notamment les paiements directs par les patients eux-mêmes, et à se prendre en charge sur fonds publics des frais de santé des personnes qui ne sont pas en mesure de le faire. Pour ces personnes que nous appelons donc les privilégiés de la République, l'État supporte totalement les frais liés à la prise en charge sanitaire pour les pathologies contenues dans le panier de soins. Ce panier de soins comprend 75% des pathologies les plus courantes qui font souvent l'objet de fréquentation de nos centres de santé, comme le paludisme, les infections digestives, les affections respiratoires, les accouchements par voie basse, par césarienne, les traumatismes des membres, etc. Adultes, enfants. Inauguration ce mardi matin à l'université d'Abomey-Calavi du nouveau bâtiment de la chaire internationale de physique, mathématiques et applications. Un immeuble dont la construction est initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur à travers un programme spécial de couverture des besoins en infrastructures et équipements publics. À la fin de la cérémonie d'inauguration, des étudiants de la CIPMA se sont exprimés. On les écoute au micro de Carnot François. On faisait l'effort de beaucoup travailler, de rester toujours dans cette ambiance de travail, mais vu le cadre un peu restreint, on était limité quand même à un certain moment donné. Mais là, maintenant, avec ce bâtiment, je crois que la recherche sera encore de plus belle. Déjà, je remercie le président de la République, je remercie le ministère de l'Enseignement supérieur qui a œuvré pour l'instauration de ce nouveau bâtiment qui va nous permettre de travailler dans des conditions un peu plus adaptées. Et je suis vraiment contente. Je suis très content, content dans le sens que ce bâtiment nous donne l'opportunité d'avoir un cadre bien approprié pour le travail. Vous savez que notre travail se repose essentiellement sur la réflexion. Et pour bien réfléchir, il faut se retrouver dans un cadre adéquat. Et ce bâtiment qui ce matin est inauguré représente pour nous un cadre très idéal. Et personnellement, je suis très content et je sais que c'est le cas aussi pour mes camarades étudiants.
Actualité en dehors du Bénin, situation confuse en Guinée-Bissau, plusieurs morts et blessés graves à la suite d'une tentative de coup d'État hier. Le président Embalo rassure que tout est sous contrôle suite aux tirs nourris qui ont été entendus proches du palais du gouvernement. Une attaque condamnée bien évidemment par la communauté internationale. Des coups de feu déclenche un vent de panique dans la capitale bissau-guinéenne. Ce mardi, en début d'après-midi à Bissau, des putschistes tentent de pénétrer par la force au sein du palais présidentiel où devait se tenir un conseil des ministres. Des échanges de tirs provoquent la mort de plusieurs personnes. Dans la soirée, le président assure que la situation est revenue à la normale. Un tout petit peu, dans quelle situation vous habitez ? Nous sommes confrontés avec une agression. J'étais en plein conseil des ministres. Tous les membres, y compris le premier ministre, nous sommes attaqués avec des armes très lourdes. Très lourdes. 5 heures de temps. Et à ce moment, tout est sous contrôle. Le président bissau-guinéen n'a pas désigné les auteurs de ce coup d'État avorté. Pour autant, Umaro Sissoko Embalo semble savoir quelles sont les motivations des auteurs de cette tentative de putsch. Et une chose que je peux vous assurer, il n'y a aucun cas qui est relié à cette tentative de coup d'État. C'est une chose isolée, mais c'est lié aussi les gens qu'on a combattus. Quand j'étais élu président de la République, j'avais avec deux choses, la corruption et le narcotrafic. Et ça, c'est lié aussi à ça. Et je savais quel était le prix de la lutte contre. Ce n'est pas la première fois que la Guinée-Bissau est enclin à des coups d'État. Indépendant du Portugal depuis 1974, le pays a vu son gouvernement renversé par la force à 4 reprises, la dernière fois en 2012. La nouvelle tentative de ce mardi a été condamnée par plusieurs organisations internationales. Il est pour nous clair que les coups d'État sont totalement inacceptables. Nous assistons à une terrible multiplication des coups d'État et notre appel fort est que les soldats retournent dans les casernes et que l'ordre constitutionnel soit pleinement en place dans le contexte démocratique de la Guinée-Bissau d'aujourd'hui. La CEDEAO condamne cette tentative de coup d'État et tient les militaires responsables de l'intégrité physique du président Umaro Sissoko Embalo et des membres de son gouvernement. La CEDEAO demande aux militaires de retourner dans leurs casernes et de maintenir une posture républicaine. Cette tentative de coup d'État intervient dans un contexte d'instabilité politique en Afrique de l'Ouest. Ces dernières années, des putschs militaires ont eu lieu au Mali, par 2 fois en août 2020 puis mai 2021, en Guinée en septembre dernier et plus récemment au Burkina Faso le 24 janvier 2022. Et puis, la France hausse le ton contre le Mali à 24 heures du départ de l'ambassadeur français du pays. Jean-Yves Le Drian s'est exprimé sur France 2. Le ministre français des Affaires étrangères a fustigé le gouvernement malien de transition. Il a réitéré l'intérêt de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Écoutez-le. Il y a là des ruptures fortes qui se sont produites. Il y a une rupture politique dans la mesure où ce pays est dirigé maintenant par une junte autoproclamée et qui estime ne pas pouvoir engager un processus démocratique avant 5 ans. Donc cette rupture-là nous amène obligatoirement à nous interroger sur notre posture. Et nous avons engagé des consultations parce que nous ne sommes pas le seul dans cette affaire. Le combat contre le terrorisme au Sahel, ce n'est pas uniquement au Mali que ça se passe dans d'autres pays. La perspective de continuer à se battre contre le terrorisme est tout à fait essentielle. Au Mali ou ailleurs? Au Sahel et dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est dit. Levée de quelques mesures restrictives alors que des chiffres de l'épidémie restent élevés en France. La prochaine étape est prévue pour le 12 février. Les Français peuvent donc à nouveau respirer, mais les écoles, quant à elles, devront patienter jusqu'aux vacances d'hiver. Un mercredi synonyme d'allègement pour les Français. Exit le port du masque en extérieur dans toute la France, une mesure qui concerne aussi les remontées mécaniques dans les stations de ski. Autre changement majeur, le télétravail n'est lui aussi plus obligatoire plusieurs jours par semaine, mais reste néanmoins conseillé par la ministre du Travail, Elisabeth Borne.
Enfin, les établissements recevant du public assis, comme les stades ou différents lieux culturels, ne sont plus soumis à une jauge limitée. Des mesures qui ne font pas l'unanimité parmi les Français face à une situation épidémique toujours délicate. Peut-être un petit peu trop tôt, effectivement, tant que la couverture vaccinale, on est encore ces histoires de 4e dose, de rappel, donc je ne sais pas. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué, on a difficilement du recul sur ce genre de questions. Je pense que tout le monde essaye de faire au mieux. Alors non, trop tôt, je dirais peut-être. Les contaminations sont encore très importantes, donc je pense que c'est bien de respecter les gestes barrières, dont le masque. Non, c'est bien, autant le faire le plus vite possible. On saura ce qui se passe comme ça. Ça permettra de voir ce qui se passe exactement. On espère que ça ira mieux. Une population partagée dont l'horizon pourrait s'éclaircir pour de bon. C'est en tout cas ce que laisse penser le Premier ministre. Le 20 janvier dernier, Jean Castex avait annoncé un calendrier de levée progressive des restrictions sanitaires en France, une perspective confirmée ce mardi par le porte-parole du gouvernement. On va respecter le calendrier qu'on a présenté aux Français avec une levée des restrictions en 2 étapes, c'est-à-dire ce mercredi 2 février et ensuite le 16 février. La prochaine étape est donc prévue pour le 16 février, avec notamment la possible réouverture des discothèques. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.